Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Castel-Lopez. Vous revenez aujourd'hui sur Europe 1 sur les origines d'un système qui a causé la perte de celui qui l'a imaginé. Ouais. Comment faire pour devenir riche, vite et sans travailler? C'est une question assez ancienne. Et l'une des personnes qui a le mieux répondu, c'est un monsieur qui s'appelait Charles Ponzi en 1920 à Boston. Charles, c'était un immigré italien qui était né pauvre, mais qui avait vraiment envie de devenir riche. Il est arrivé aux États-Unis en 1903, à l'âge de 21 ans, avec, selon lui, 2,50 $ en poche, ce qui fait à peu près 35 € aujourd'hui. C'est pas beaucoup pour commencer une nouvelle vie. Et pendant plus de 15 ans, il a fait des petits boulots, pas très bien, comme par exemple, il faisait la plonge dans les restaurants. Il a aussi trempé quand même dans des petites affaires illégales à Montréal. Et puis, un jour, en 1919, il a ouvert une lettre venue d'Europe dans laquelle il a trouvé ce qu'on appelait alors un coupon réponse international, c'est-à-dire un bon d'achat qui permettait à celui qui avait reçu la lettre d'acheter un timbre dans le pays où il se trouvait, de façon à pouvoir répondre à la lettre gratuitement. C'était un système qui datait de 1907, mais dont l'équilibre avait été perturbé par la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'un timbre valait maintenant plus cher aux États-Unis qu'en Europe. Donc si vous achetiez un bon pour un timbre en France et que vous le passiez aux États-Unis et que vous parveniez à le revendre, eh bien vous étiez susceptible de vous faire une marge de bâtard. Il y avait, si vous voulez, de la maille à se faire. Et Ponzi, il s'est jeté dedans. Il a rassemblé des investisseurs en leur promettant des retours sur investissement de 50% sur 45 jours, sans risque. Alors, je vous le dis quand même pour ceux qui, si jamais on vous dit ça dans la vie, vous savez que c'est faux. Voilà, il n'y a pas de façon que ça arrive pour de vrai. Rendez-moi mon pognon, David. 50% en 45 jours sans risque, c'était 10 fois plus que les taux d'intérêt habituels des banques américaines à ce moment-là, non pas sur 45 jours, mais sur un an. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus. Mais là, il ne s'est même pas embêté à mettre en place le plan avec les coupons Ponzi. Il l'a même pas fait. Il a juste rien fait du tout. Mais il a eu rapidement suffisamment d'investisseurs qui l'ont cru pour pouvoir payer à certains exactement ce qu'il leur avait promis. Et ces gens-là, souvent, ils ont opté pour redonner leur argent à Charles pour qu'il l'investisse. Et ça a attiré encore plein d'autres investisseurs. Charles, il avait obtenu la chose la plus difficile à obtenir quand on est un escroc, la confiance des gens. De plus en plus de gens lui ont confié leur argent et au début de l'été 1920, 7 mois après avoir commencé son business, il avait déjà accumulé une fortune de 8,5 millions de dollars. 8,5 millions de dollars, c'était environ 4000 fois le salaire moyen de l'époque. 4000, pardon, pas 4000 fois, excusez-moi, c'était 4000 ans de salaire moyen de l'époque. 4000 ans. Charles, il a acheté un manoir dans un quartier chic à New York, il a acheté des voitures de luxe, des vêtements hors de prix. Il y a eu plein d'articles sur lui ultra élogieux, ce qui n'a fait qu'augmenter encore la confiance qu'il inspirait. Il y avait la queue devant ses bureaux, tout le monde voulait placer son argent chez lui. Quelques dollars pour les plus pauvres. Il est placé où? En fait, l'argent était placé où? Il plaçait nulle part. Nulle part. Il faisait rien du tout. C'est de la cavalerie, en fait. Il faisait rien et juste, voilà, mais il y avait des centaines de milliers. Il remboursait les uns avec le pognon Exactement. des autres. Bien sûr, il y avait des gens qui voulaient récupérer leur mise avec les intérêts, mais Charles, il leur disait aucun problème, et il payait. Sauf que ce qu'il rendait aux gens qui réclamaient leur argent, c'était tout simplement l'argent de ceux qui, eux, ne le réclamaient pas. C'est ce qu'on appelle en français déshabiller Pierre pour habiller Paul. Sauf qu'en l'occurrence, Pierre n'avait pas conscience qu'il était en train d'être déshabillé. Bon, il y avait des gens qui se méfiaient quand même. Mais Charles, il leur disait publiquement « Je vous défie de percer mon secret ». Jusqu'à ce que un journal de Boston finisse par révéler qu'il n'y avait pas suffisamment de coupons postaux en circulation pour générer autant de profits. En gros, pour que les profits affichés par Charles soient réels, il aurait fallu qu'il y ait 160 millions de coupons en circulation. Or, il n'y en avait que 27 000 en circulation aux États-Unis. Ponzi, il a fini par être confondu. En tout, il avait détourné 15 millions de dollars. Il a passé une grande partie de sa vie en prison. Il est mort dans la pauvreté
au Brésil en 1949. Mais sa combine, que d'ailleurs il avait sans doute pas complètement inventée, elle a fait Flores. Elle continue à faire Flores aujourd'hui. L'arnaque de Bernard Madoff que vous avez cité tout à l'heure, Stéphane, c'était un schéma de Ponzi. Et plus récemment, il y en a eu d'autres, dans le domaine des crypto-monnaies notamment. Donc Ponzi, il est mort pauvre, mais son nom, lui, il est immortel. Merci beaucoup, David. Le pire, c'est qu'en fait, ça marche en théorie. Ah oui. Mais oui, ça marche jusqu'à temps que tout le monde veuille récupérer son argent au même moment. Et là, parce que cet argent n'existe pas. En France, on a eu le système de l'eau, par exemple. Ah oui, c'est quoi ça? C'est sous la Régence, évidemment, le banquier écossais Lowe. Ah mais oui, Lowe, bien, L-A-W. L-A-W. Je pensais que c'était L''E-U. C'est ce qui s'est passé, oui, bien sûr. On disait pas l'as en France? Ah oui, mais ça s'écrit Lowe. Ça s'écrit Lowe, c'est très bizarre. Hein. Enfin bref. Le mieux, c'est de compter sur son propre travail plutôt que sur le travail de son argent. C'est la sagesse. Il me semble, non? Vous êtes d'accord, Jean-Luc? Bon, en tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.